Voilà, nous allons démarrer cette conférence. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue au Centre culturel Anaïs-Simon Drahi. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Sonia Mabrouk, vous pouvez l'applaudir. Grande voix du journalisme politique que vous pouvez voir sur CNews et entendre sur Europe 1. C'est l'une des grandes voix d'Europe 1. Et nous en avons une autre dans la salle. Je salue ma petite sœur Elisabeth Assayag et son mari, Sonia Vidal-Revel. Merci infiniment de nous faire l'honneur de votre présence. Alors, Sonia, vous êtes une femme engagée. Vous êtes une femme dont la voix porte. Vous êtes évidemment très écoutée. Vous êtes connue pour vos analyses et pour vos interviews un petit peu choc. Vous êtes une ardente défenseur de la laïcité et également de la lutte contre l'islamisme radical. Et vous prônez la valorisation quelque part des cultures. Et cette valorisation des cultures, elle se retrouve justement dans votre livre, que vous venez aussi nous présenter, puisqu'on va parler de plein de choses, mais aussi de votre livre, Ici demain tous inversés, où le prisme de l'immigration est totalement bouleversé, de manière très intéressante d'ailleurs, où l'Occident, quelque part, a besoin de l'Afrique, et la manière donc dont l'Occident est reçu. Tout ça sous fond d'humanisme, quelque part, puisque c'est de ça dont on parle. Vous êtes une ardente défenseur également de la liberté en tant que telle, et donc vous allez nous parler un petit peu de tout ça. Le thème de la conférence que nous avons choisi ce soir ensemble, c'est intégration, assimilation, quelque part, quelle est l'identité? Et la question qui se pose, à laquelle vous tenterez de répondre, c'est que être assimilé, ça veut dire quoi? S'intégrer également, ça veut dire quoi, même si on a quand même une idée un peu différente, mais intégration, assimilation, est-ce que finalement, c'est renoncer à soi? Donc je vous souhaite une bonne conférence, nous nous retrouvons juste après pour des questions avec Sonia. Bien, bonsoir à tous. Et tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation. Je suis ravie d'être là. Je suis vraiment très, très heureuse d'être parmi vous. Et dès que Harry, aidé, il est vrai, par Elisabeth, m'a proposé de venir il y a déjà quelques semaines, voire même quelques mois, eh bien, j'ai immédiatement accepté. D'abord parce que c'est vous, parce que le lieu est magnifique. Et ça me permet aussi de découvrir ce lieu atypique à la fois culturel et cultuel, et puis aussi pour le sujet, parce que d'abord c'est un sujet qui est atemporel, mais un sujet qui, je trouve, prend une importance particulière en ce moment. Et puis aussi, je dois vous avouer un peu égoïstement que ça me fait un moment de respiration, même si mon patron est là par rapport au travail et à l'actualité politique, qui parfois ressemble à un théâtre d'ombre, où on se dit pas les choses aussi librement. Peut-être qu'ici ce soir, et je l'espère à travers vos questions, je trouve que évidemment, je vais répondre à tout ce que vous avez dit au cours d'un moment d'introduction. Puis après, je trouve que c'est intéressant si on peut échanger sur ces sujets-là. Donc effectivement, le livre « Et si demain tout s'inversait », c'est en fait un récit romancé avec un message politique, parce que tout est politique, ou du moins métapolitique, sur un sujet qui m'est très très cher, depuis toujours, je crois, qui est celui de l'assimilation, pas forcément de l'intégration, on en parlera, et donc de l'appartenance à une nation. Alors l'idée directrice du livre, elle peut paraître un peu provocatrice. En fait, elle est partie d'une lecture il y a quelques années. Peut-être avez-vous lu ce livre un peu polémique à l'époque, qui avait fait beaucoup parler, celui de Jean Raspail. C'est Le Camp des Saints, où Jean Raspail décrivait de manière prophétique pour certains ce qui allait se passer, c'est-à-dire, pour reprendre les mots du Premier ministre, une submersion migratoire. Alors lui, il parlait d'un véritable déferlement et il décrivait une forme même d'invasion en Occident par rapport à des arrivées du Maghreb et plus largement de l'Afrique. Et un jour, en observant la Méditerranée, je me dis, et si demain tout s'inversait? Alors j'avoue que comme ça peut paraître un peu tiré par les cheveux, mais je me suis dit, et si demain
le réfugié devenait l'Européen. Par ailleurs, ça ne nous a pas échappé, bon, il y a une menace, bizarrement, maintenant qu'on va signer la paix, il y a une menace de guerre qui est plus importante, mais quand j'avais démarré ce livre, la menace était quand même encore plus prégnante, puisque nous étions au début de l'invasion russe en Ukraine. Malgré tout, puisque vous avez suivi attentivement le président de la République, il a parlé d'une menace à nos frontières. Et donc, s'il y a une menace à nos frontières, s'il y a possibilité d'une guerre sur le continent, logiquement, il peut y avoir un retournement des flux migratoires. Autrement dit, nous tous, pour moi, ce sera un aller-retour, hein, pour vous aussi en partie, ce que j'ai cru comprendre, eh bien, c'est la possibilité, la douleur aussi de tout quitter et de migrer eh bien, vers les pays les plus proches, parce que s'il y a une guerre, c'est difficile de prendre avion et autres moyens de transport, mais de prendre plutôt le bateau et de migrer vers les pays du Maghreb, donc en terre d'islam. J'ai donc imaginé, fuyant une guerre, des centaines de familles traquées par les bombardements russes et qui trouvent refuge en terre d'islam, avec évidemment tout ce qui accompagne une telle migration, donc la douleur de l'exil, la précarité des camps, et puis ils doivent faire face, et c'est là peut-être pour moi l'idée la plus importante du livre, c'est qu'ils doivent faire face à des nations qui cherchent à tout prix à préserver leur identité. Et c'est forcément l'identité arabo-musulmane. Et donc, d'une manière que j'espère singulière, moi j'ai cherché à appréhender à travers ce roman les sujets majeurs, qui sont d'abord ceux de l'assimilation, mais derrière l'assimilation, c'est surtout l'appartenance à une nation. C'est le dilemme, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, le dilemme entre l'appartenance à une nation et l'attachement à ses origines. En fait, ce livre est tente de répondre à une question fondamentale à mes yeux, que parfois les peuples ont compris d'instinct, bien avant d'ailleurs nos gouvernements et nos gouvernants, c'est comment on fait aujourd'hui pour assimiler des individus qui sont parfois très éloignés culturellement du pays d'accueil. Et le dire, c'est pas du tout être dans le rejet de l'autre, c'est être dans le constat. Et d'ailleurs, si j'ai pris le prisme d'inverser les choses, c'est pour bien montrer que si les Européens venaient en terre d'islam, ils seraient aussi de fait très éloignés de la culture du pays d'accueil. Et c'est pas pour autant que le dire, c'est les rejeter. C'est ainsi. Donc, quand des immigrés maghrébins ou africains viennent aussi en terre occidentale, de fait, ils sont plus éloignés de la culture, de la civilisation et de la langue. Et donc, cette question, finalement, de savoir comment on assimile ces individus, qui sont aujourd'hui pas seulement des individus, mais qui sont des peuples à assimiler, compte tenu de l'importance des flux migratoires, puisque si l'on en croit les chiffres du ministère de l'Intérieur, par an, c'est quand même 500 000 personnes qui arrivent. Et encore, ça doit être un peu plus, parce qu'on a du mal à appréhender, à quantifier l'immigration forcément clandestine. Alors, dans mon roman, enfin dans ce livre, forcément, les pays du Sud, voyant arriver ces afflux-là, craignent pour leur identité et, alors je le dis de manière un peu brutale, mais ils craignent une véritable invasion migratoire et ils vont exiger, pour préserver leur modèle, et ça on peut le comprendre, toute nation a le droit, me semble-t-il, eh bien de vouloir préserver son mode de vie, ses codes culturels, etc. Donc ces pays du Sud vont exiger une assimilation en marche forcée. C'est vrai que j'ai un peu grossi le trait dans le livre, puisque j'imagine même une conversion à l'islam. C'est un peu exagéré, mais vous vous retrouvez en fait face à une situation un peu exagérée, pas tellement. Voilà. Mais vous vous retrouvez face à deux chemins possibles, soit la résistance, soit l'allégeance. Alors il y a déjà eu beaucoup de livres sur le thème de l'assimilation. C'est un sujet qui est vraiment beaucoup traité, mais bizarrement, il est beaucoup traité par les écrivains, par tous ceux qui réfléchissent sur le sujet, mais selon moi, c'est même le dernier grand tabou de la vie politique française. Vous remarquerez très souvent que les responsables politiques, quel que soit le spectre, quelles que soient leurs convictions et on les situe, parlent plus facilement d'intégration, ont du mal à parler d'assimilation. Parfois, le mot sort, mais sans véritable contenu et contenance. Pourquoi? Parce que c'est très difficile. Moi, j'ai souvent posé la question à des responsables politiques sans avoir de réponse. Comment faire en sorte que le sentiment d'appartenance à un pays soit plus fort que l'attachement à ses origines? Ça nous renvoie tous à une question. C'est-à-dire, est-ce que pour autant, on doit oublier nos origines ou les mettre de côté? Pour moi, l'assimilation, on va s'y arrêter, c'est pas, c'est pas jeter son bagage, c'est pas jeter ses origines. C'est venir avec un bagage, mais c'est poser la valise
pour en prendre une autre, faire sienne ce qu'on trouve dans cette valise et finalement partir avec les deux valises et avoir, je dirais, deux cultures qui cohabitent, qui coexistent harmonieusement. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Pourquoi ça? Nous allons en parler. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le mot d'assimilation a une histoire. Et si les responsables politiques ne l'empruntent pas facilement, c'est qu'ils traînent aussi un parfum pas très très bon, un parfum extrême. Ça remonte notamment à l'Algérie, bien évidemment au moment où on exigeait des Algériens d'Algérie une assimilation totale, absolue, et on leur demandait de renier ce qu'ils étaient. Et puis après, il y a eu la décolonisation, et puis on s'est dit, ah, il faut qu'on oublie le mot assimilation, il a amené avec lui beaucoup de choses négatives, et donc on l'a jeté au placard, et donc on a jeté le concept même, alors que ce concept d'assimilation, pour moi, c'est pas juste une idée. Il me semble que l'assimilation aujourd'hui, c'est une véritable nécessité anthropologique, et que si on n'assimile pas ce qu'on est en train de faire, eh bien, on court, pardon, parce que tout n'est pas très gai dans ce que je veux dire, à de graves dangers, mais je vais l'expliquer. L'assimilation consiste en fait à demander aux étrangers. Moi, j'ai eu un processus d'assimilation, mais que j'ai entrepris moi-même, parce qu'il n'y a pas de projet assimilationniste en France en tant que tel. Donc, l'assimilation, c'est de demander aux étrangers, aux arrivants, de se comporter en fait de la même manière que les habitants du pays d'accueil. Autrement dit, d'adopter les mêmes mœurs, les mêmes codes culturels, sans pour autant rien renier, rien abandonner de tout attache aux origines. Et l'originalité de ce livre, c'est de faire de l'européen, de l'occidental, le migrant, et en l'occurrence, celui qui doit s'assimiler en terre d'islam, sans rien renier de sa culture, de sa civilisation judéo-chrétienne. Entre parenthèses, il a renié déjà sur le sol occidental. Donc, que ferait-il en terre d'islam s'il devait la défendre? Bon, on y viendra un peu plus tard. L'assimilation, en fait, c'est très concret. Ça touche à la vie quotidienne. Ça permet, ou ça devrait permettre, de préserver en réalité une unité culturelle. Malheureusement, je ne sais pas ce que vous en pensez, on aura l'occasion d'échanger tout à l'heure, il me semble que cette unité culturelle, qui est une évidence de l'autre côté de la Méditerranée, c'est-à-dire préserver une unité culturelle, c'est pas rejeter l'autre, c'est au contraire permettre à l'autre de rentrer et de faire sienne cette unité. Et cette unité en France a été déconstruite, elle a été même détruite, elle a été savamment mais patiemment foulée aux pieds. Et quand on réfléchit à savoir qui l'a déconstruite, l'assimilation, en réalité, c'est le véritable antiracisme aujourd'hui. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de dire à l'autre, à celui qui arrive, on peut partager les mêmes codes culturels, on peut partager les mêmes mœurs sans devenir des clones, parce qu'il n'y a rien de plus ennuyeux, évidemment, que de se ressembler tous, mais on peut avoir le même art de vivre, partager les mêmes gloires pour l'histoire, les mêmes, je veux dire, moments lumineux de l'histoire, mais les mêmes ombres également, mais les partager vraiment. Bien, je trouve que dans les temps woke qui sont parfois les nôtres, ce concept d'assimilation, qui est le véritable antiracisme, pourrait être un projet politique, sociétal et davantage pour ceux qui réfléchissent en termes civilisationnels. Donc l'assimilation, vous voyez, c'est quand même un concept universaliste. Vous dites à l'autre, non pas venez comme vous êtes, non pas venez avec vos différences, mais venez pour nous ressembler, pas parce qu'on estime qu'il y a évidemment, attention, une supériorité ou quoi que ce soit, mais parce que vous venez dans ce pays d'accueil-là. Vous serez allé dans un autre pays d'accueil, eh bien, on vous aurait soumis d'autres références, d'autres normes, d'autres cadres et un autre code culturel. La France, il faut le savoir, a connu une apogée assimilationniste sous la Troisième République, et ça s'est fait de manière assez brutale. C'est-à-dire, ce qu'on n'ose pas demander aujourd'hui aux nouveaux arrivants, on l'a demandé aux Français. Plus précisément, on l'a demandé aux Bretons, on l'a demandé aux Normands. Les hussards de la République l'ont demandé, pardonnez-moi l'expression, parfois à la schlag, pour les petits Français, et ça s'est fait finalement, parfois dans la douleur, mais ça s'est fait. Donc moi, je m'interroge souvent en me disant pourquoi ce qu'on a pu demander il y a quelques années, et finalement, ça a quand même réussi, pour faire une unité dans le pays, on n'ose plus le demander aujourd'hui. Mais je pense que vous avez la réponse à la question pourquoi on n'ose pas le faire. Et par ailleurs, moi, je trouve que l'assimilation, malgré le parfum parfois d'extrême, donc d'extrême droite qu'il charrie, c'est tout l'inverse. L'assimilation, c'est penser l'autre, c'est réfléchir l'autre. Donc, c'est un véritable projet de société. Un projet de société, il ne peut pas s'imaginer si on ne conçoit pas le nombre.
Parce que le véritable pouvoir aujourd'hui, dans toute société, c'est le nombre, c'est la démographie. Plus vous faites d'enfants, j'allais dire c'est presque mathématique, arithmétique et un peu bête, et bien plus il y a et une occupation des espaces, et une occupation des esprits, et une occupation culturelle, etc. Donc, tout cela pour dire que plus les flux migratoires augmentent, plus le nombre augmente, plus il sera difficile d'assimiler. Et le dire, c'est pas rejeter l'autre, c'est de dire que mathématiquement, ou alors vous avez un pays qui a une capacité à digérer dans le bon sens du terme, c'est-à-dire à assimiler qui est exceptionnelle, vous ne pouvez pas assimiler en accueillant 500 000 personnes par an. C'est impossible. Donc, de fait, la France a abandonné ce projet depuis un certain temps. Alors, dans le livre, pour parler d'assimilation et pour parler des pays de la Méditerranée, j'avoue, pour prendre quelques précautions, parce qu'il y a quelques pays susceptibles en ce moment, il paraît l'Algérie. J'ai pas osé dire que c'était l'Algérie, ni la Tunisie, c'est mon pays, et puis le Maroc, je dis bon, comme c'est neutre, je vais pas non plus en parler. Donc, j'ai inventé un autre pays qui s'appelle la Djalmanie, qui est entre la Tunisie, entre l'Égypte plutôt et la Libye, et qui dit, écoutez, moi c'est très simple, moi j'ai une population, je veux bien accueillir, mais si vous arrivez à mes conditions. Alors, est-ce que c'est raciste ou xénophobe de le dire? Et la Djalmanie dit, moi je ne veux pas me dédjalmaniser, me défranciser, si vous voulez, de l'autre côté. Donc, les Européens arrivent dans un cadre, un contexte, où ils doivent s'assimiler totalement. Je vous pose la question, vous, qu'auriez-vous fait? Qu'auriez-vous fait si vous n'aviez pas le choix, si nous étions dans une situation de guerre totale sur le continent et que nous devions partir? Est-ce que vous acceptez l'assimilation qu'on n'exige plus en France aujourd'hui? Et puis une autre question sous-jacente à l'assimilation qui est fondamentale, c'est à quoi on assimile? Parce que quand on arrive quelque part, il faut quand même proposer un cadre. Les codes culturels ne sont pas évidents. Moi, je pense que vous me direz ce que vous en pensez, on assimile, en tout cas, on enseigne ou on transmet au final des codes, pas seulement culturels, mais spirituels, civilisationnels, évidemment oui, historiques, effectivement, merci Madame Timène, et on transmet pas seulement une dette et du PIB, même si il y en aura pour tout le monde. Et donc, les pays du Maghreb disent, écoutez, voilà, on vous accueille, mais on décide du cadre dans lequel on accueille ces migrants européens. Dans ce livre, les personnages vont se retrouver confrontés à des choix existentiels. Alors, c'est vrai que j'ai pris un peu des personnages un peu spéciaux, on va dire, puisqu'il y a deux familles. Il y a une famille française, dont la femme est catholique assumée, et le mari est un médecin plutôt même assumé, wokiste. Ça vous j'ai un bon public là. Et c'est intéressant parce que même à l'intérieur d'un couple, la femme est très attachée à ses origines. Son père est enterré en France, et donc il y a les liens de terre qui sont très importants. Elle se retrouve sur une autre terre, donc déracinée même par rapport, évidemment, parce qu'elle croit à l'invisible, elle croit au ciel, elle croit au mystère. Elle se retrouve dans une autre civilisation. Son mari, lui, ne croit en rien. Il est wokiste, il pense que tout commence aujourd'hui, à sa naissance, que c'est avec lui que tout a commencé. C'est l'idéologie de la table rase. Et lui, il arrive et il dit, c'est génial. On est bien, ce pays, pourquoi pas, je vais devenir musulman, pourquoi pas, l'islam, ça peut m'aller. Il aurait pu arriver n'importe où. Mais petit à petit, il va retrouver dans cette religion, dans cette pratique religieuse, une forme de spiritualité qui n'a plus cours en Occident. Et il va revenir un petit peu de ces délires wokistes en disant, mais finalement, il y a peut-être quelque chose qui habite le ciel, il y a peut-être un mystère, il y a peut-être un invisible qui commence à lui apporter quelque chose. Elle, par contre, elle reste attachée à sa civilisation judéo-chrétienne, elle a véritablement une pensée, elle est très, très structurée. Donc, ces choix existentiels, ils vont vraiment mettre à rude épreuve le couple. Et puis, il y a une autre famille, française juive, plus compliquée, elle arrive en terre d'islam. Mais elle n'arrive pas en terre d'islam il y a quelques années, peut-être ces années que vous avez connues, malheureusement que j'ai connues aussi, mais un peu plus, enfin on les a connues sur le même âge, mais que j'ai connues dans le quartier par exemple de la Goulette en Tunisie, où moi je voyais, on a été vraiment, et c'est pas une image que j'invente, mon père est ici, il peut témoigner. On était avec les juifs, mais j'ai même pas, je dis on était avec les juifs, en fait il y avait même pas de différence. On était à la même école, on avait les mêmes amours de jeunesse, on partageait les mêmes rêves.
Et les fractures sont apparues petit à petit après, malheureusement. Et puis, nous avons des fractures maintenant, malheureusement, une fracture fondamentale avec le 7 octobre, mais ça, nous allons en parler. Donc, ces familles arrivent en terre d'islam et se demandent comment elles vont s'assimiler. En réalité, elles vont s'apercevoir que ces pays du Sud proposent un projet assimilationniste. Alors, c'est vrai qu'il est radical. C'est vrai qu'on peut dire non, la conversion, c'est vraiment de l'ordre du roman. Mais ce que je voulais montrer, c'est qu'au moins, il propose un cadre. Au moins, il propose, je suis allée loin, parce que je dis que dans l'école de ce pays où ils vont, eh bien, on enseigne aux petits des migrants européens, eh bien, l'histoire, mais l'histoire glorifiée. Et c'est pour dire qu'en France, malheureusement, d'ailleurs en Occident, mais plus spécifiquement en France, le fait de ne plus enseigner cette histoire-là, bien sûr avec ces zones d'ombre, mais ne plus donner à aimer cette histoire-là, c'est impossible de vouloir assimiler et autant dire qu'on a baissé les bras. Voilà pourquoi aujourd'hui le sentiment de fidélité aux origines aujourd'hui est plus important que le sentiment d'appartenance. Voyez-vous, moi, évidemment, comme j'allais dire, comme peut-être certains d'entre vous ici, moi je suis tunisienne et française, pas d'origine, je suis tunisienne et française, j'ai deux nationalités, je suis née en Tunisie, puis je suis venue en France d'ailleurs assez tardivement, pas tardivement, je suis venue à l'âge adulte. Donc forcément, j'ai un attachement à mes origines et j'ai un sentiment d'appartenance très très fort à la France et à la nation française. Mais je ne me suis jamais posé la question d'une hiérarchie. Pour moi, c'était naturel que dans le pays dans lequel je m'accomplis, le sentiment d'appartenance était plus fort au sentiment d'attachement aux origines, sans rien renier, évidemment, ni de la culture qui m'a construite, celle la tunisienne et puis arabe, ni de la langue que je connais parfaitement, ni de la religion encore moins, qui est le cadre qui m'a construit, dans lequel mes parents m'ont éduqué. Donc le fait aujourd'hui, si vous voulez, j'essaie de regarder les choses avec un regard de l'autre côté de la Méditerranée, je me dis pourquoi on n'assimile plus en France alors que c'est un projet magnifique, universaliste. Et je trouve que c'est une capitulation, pas seulement conceptuelle, c'est vraiment une capitulation politique. C'est-à-dire que le droit à la différence a pris le dessus, comme si on invitait celui qui arrive vraiment à assumer ses différences, à les brandir. C'est-à-dire, c'est vraiment le slogan McDonald's, hein, venez comme vous êtes et surtout affirmez vos différences. Sauf que de strate en strate, de flux en flux, de population en population, de peuple en peuple qui arrive, tellement les différences sont affirmées que évidemment le pays d'accueil s'efface indéniablement et irrémédiablement. Donc ce n'est plus, si vous voulez, au nouvel arrivant à prendre le pli de la société d'accueil, mais c'est au pays d'accueil de se transformer pour être le réceptacle de la diversité. Et je vous assure que ça, de l'autre côté de la Méditerranée, ce n'est pas possible, parce que vous avez des peuples qui sont attachés à leur identité, sans être dans le rejet, même si, je le dis quand même, la manière dont certains pays traitent aujourd'hui, dont mon pays d'ailleurs malheureusement, l'immigration est totalement condamnable, mais il faut comprendre aussi que, eh bien, les peuples sont attachés à leur identité. Quand c'est les Occidentaux qui le disent, on parle de racisme et de xénophobie. Quand c'est les pays du Sud qui le disent, on dit c'est tout à fait normal, ils en ont le droit. J'appelle donc, moi, modestement, mais on en parlera, à renouer avec l'assimilation, avec un modèle, avec un projet, et aussi à ancrer l'assimilation dans une sociologie et une démographie. Alors là, c'est le sujet un peu sensible, je vous le disais. Pour pouvoir assimiler, il faut donc d'une part réduire les flux migratoires, sauf s'il y a une autre solution, vous me la donnerez. Et puis il faut aussi, freiner une forme de dénatalité. Bon, c'est ainsi, l'Occident fait de moins en moins d'enfants et plus singulièrement la France. Vous ne pouvez pas être dans un projet, vous ne pouvez pas être en panne d'assimilation, être dans une dénatalité aujourd'hui prégnante et espérer quand même préserver votre identité. Donc, on doit changer de cadre mental, on doit changer de cadre sociétal et on doit changer de cadre politique. Je vois, moi, 3 obstacles, je vous fais rapidement, ou 3 effondrements. Pardon, c'est un constat, malheureusement, vous me direz si vous êtes d'accord, 3 obstacles à ce projet assimilationniste. D'abord, le principal effondrement, et que je déplore évidemment, eh bien, c'est celui du temps des patries qui est terminé. Vous savez, c'est la fameuse phrase de Drieux-La Rochelle, le temps des patries. Il est fini, même si le président avant-hier a parlé de patrie.
d'amour de la nation, mais malheureusement, on ne convoque la patrie que lorsque il y a une menace réelle, je ne sais pas si, ou fantasmée, réelle, mais je ne sais pas si elle est à nos portes, une menace russe. Donc, on ne convoque la patrie que dans ces moments dramatiques, alors qu'au contraire, la patrie, ça reste quand même quelque chose qui est positif, qui est rassembleur. Malheureusement, aujourd'hui, dans un Occident, si vous voulez, qui est nihiliste, où un peu l'Européen n'est guidé que par sa jouissance, eh bien la notion de patrie, l'amour de son pays, passe un petit peu après. C'est pas du tout une leçon que je fais. Hein. Il me semble que c'est un constat. Par rapport, si vous voulez, par rapport à des États-puissances aujourd'hui, parce que vous avez des États-puissances qui sont la Chine, qui sont la Russie, qui sont la Turquie, qui sont aussi l'Iran, malheureusement, ils assument. Alors, on peut dire que c'est un nationalisme exacerbé, que c'est un nationalisme qui est obscur, que c'est un nationalisme qui est dangereux, mais ils assument cela. Alors, nous, peut-être on peut trouver un juste milieu et, je ne sais pas, imaginer, on pourrait trouver une voie d'un nationalisme éclairé, lumineux, mais qui nous permet quand même d'affirmer que le temps des patries n'est pas terminé. Ensuite, le deuxième effondrement, et on le touche un peu du doigt, c'est l'Europe technocratique et c'est le transfert des pouvoirs. Pas l'Europe. Tout n'est pas la faute de l'Europe, c'est souvent la faute des pays et des nations. D'ailleurs, nous-mêmes, dans les médias, je me fais souvent la remarque, on dit la faute à l'Europe, c'est très facile, parce qu'on fait de très bons débats. Tout le monde tape sur l'Europe, mais en réalité, tous les pouvoirs qui ont été transférés à l'Europe l'ont été par la volonté des dirigeants, je ne dis pas des peuples, hein, parce que depuis le traité de Maastricht, c'est clair, mais par la volonté des dirigeants et des gouvernants. Je vais me permettre de vous relire, c'est très court, mais j'ai trouvé là tout à l'heure, c'est le discours de Philippe Séguin, il date du 5 mai 92 et il est génial. Il dit tout à l'Assemblée nationale. C'est le discours pour s'opposer à la ratification des accords de Maastricht. Et je ne sais pas si vous, comment dire, vous étiez moi j'ai beaucoup aimé Philippe Séguin, pas parce qu'il était souvent en Tunisie. Voilà. Et mais d'abord parce qu'il était extrêmement généreux, il avait une vision extraordinaire. Sa vision a souvent été ringardisée, je trouve, et c'est l'un des moments pour lui rendre hommage. Alors écoutez, discours prophétique selon moi. Voilà ce qu'il dit. Voilà 35 ans que toute une oligarchie d'experts, de juges, de fonctionnaires, de gouvernants prend, au nom des peuples, sans en avoir reçu mandat, des décisions dont une formidable conspiration du silence dissimule les enjeux et minimise les conséquences. Craignons alors que, pour finir, les sentiments nationaux, à force d'être étouffés, ne s'exacerbent jusqu'à se muer en nationalisme et ne conduisent l'Europe, une fois encore, au bord de graves difficultés, car rien n'est plus dangereux qu'une nation trop longtemps frustrée de la souveraineté par laquelle s'exprime sa liberté, c'est-à-dire son droit imprescriptible à choisir son destin. Mais qu'on y prenne garde, c'est lorsque le sentiment national est bafoué, que la voie s'ouvre aux dérives nationalistes et à tous les extrémismes. C'était il y a combien ? Plus de 20 ans. À l'époque, quand il prononce ça, il est attaqué, ringardisé, moqué, extrême droitisé, fascisé, nazifié. Attendez que j'en cherche d'autres. Bon, le résultat, c'est qu'il avait raison. Les extrémismes, je n'aventure pas à qualifier telle ou telle partie d'extrémisme, mais les extrémismes qui ne sont pas forcément qu'en politique, ils sont à visage multiple aujourd'hui. Ils s'invitent dans le débat public et politique. Le transfert à l'Union européenne de compétences qui incombait jusqu'alors aux parlements nationaux est réel. Je n'ai rien contre Madame Ursula von der Leyen, mais quand c'est elle qui sort en premier pour parler au nom des peuples, on peut quand même s'interroger sans, c'est pas un punching ball, il ne s'agit pas de lui taper dessus à bras raccourcis, mais, si, me dit Madame, mais, je peux vous inviter à CNews. Ah, formidable. Nouvelle chroniqueuse. Mais c'est vrai que force est de constater que vous dites, elle n'est pas élue, elle parle au nom des souverainetés populaires et ça fait quand même un peu mal quand c'est la première qui prend la parole et qui s'exprime. Ce sentiment de dépossession favorise les frustrations nationales et ça ne peut déboucher que sur une flambée des extrêmes, c'est-à-dire sur une exacerbation des mauvaises passions, comme dirait Emmanuel Macron. Moi, je pense que la nation, c'est un lien amoureux, d'abord. Tout passe par l'amour. Il faut donner à aimer pour espérer l'assimilation. Et quand on ne dit rien de l'histoire d'un pays, quand on ne dit rien
du patrimoine, quand on ne veut plus mettre en avant sa langue, quand on ne défend pas assez suffisamment un grand écrivain franco-algérien qui est détenu dans une geôle algérienne, qu'est-ce qu'on peut penser d'un projet assimilationniste? Ça, c'est une véritable question. Sinon, vous savez, c'est très simple. Ceux qui arrivent, moi, je trouve que c'est presque normal, peut-être que ça va vous choquer, qu'ils vont chercher d'autres gloires, qu'on va chercher d'autres sentimentalités, qu'on va chercher d'autres rêves. Si vous proposez pas quelque chose, personne n'arrive, aucun étranger n'arrive vierge de sa culture. Et heureusement qu'on arrive tous constitués de strates de culture, de ce que nos ancêtres nous ont enseigné. Mais si en face, il n'y a rien, c'est impossible de demander une assimilation. Donc on est dans un projet fou, on se dit mais regardez, ils sont je ne sais pas combien d'après le sondage à ne pas s'assimiler et en même temps on ne propose pas d'assimilation. Jusqu'à quand? À cela s'ajoute quand même une impasse importante et qui est malheureusement entretenue par certains pays. Alors je ne veux pas citer certains plus que d'autres, surtout que c'est filmé. Mais c'est l'actualité et c'est important de parler quand même de l'Algérie parce qu'il y a un contingent français d'origine algérienne qui est important en France. Et alors quand je dis d'origine, c'est maintenant la 3e, 4e génération, il faut se rendre compte, parce que la première génération est arrivée à s'assimiler, la 2e génération, la 3e ne comprend quasiment plus rien à l'histoire, mais des 2 pays, parce que moi je suis et tunisienne et française, et pour ma part, en tous les cas en Tunisie, on les voit revenir. Tous ces Français d'origine tunisienne, là je parle de 3e ou 4e génération, reviennent généralement l'été. On les reconnaît rapidement comment dire, pour pas dénigrer. Non, mais vraiment, c'est pas une question du tout de culture, aucun mépris dans ce que je dis, mais une méconnaissance totale des 2 pays. C'est-à-dire, c'est incroyable, c'est-à-dire une méconnaissance d'ailleurs de la maîtrise de la langue du pays dans lequel ils sont nés, la France, et ils vivent depuis je ne sais combien de temps, et du pays qui est fantasmé et qui est supposé être le leur, dont ils ne connaissent ni la langue, ni les mœurs, ni les lois, parce que s'ils font la moitié de ce qu'ils faisaient voilà, en France, ben, ça rigole moins. Et donc finalement cette méconnaissance leur permet d'avoir des fantasmes sur des pays qui sont quand même extrêmement autoritaires, même plus, et qui évidemment ne laissent rien passer, contrairement, je ne dis pas, j'appelle pas évidemment à une forme d'autocratie en France, mais au moins à une autorité qui n'est plus respectée. Donc, ils sont finalement lost in translation, si je puis dire, entre 2 cultures, entre 2 civilisations, entre 2 pays, 2 langues, 2 nations. Mais ils ont un point commun, je ne les essentialise pas, il ne s'agit pas tous évidemment, mais ils ont une facilité à culpabiliser le seul blanc. C'est-à-dire que l'homme occidental aujourd'hui est enfermé dans ce privilège blanc, et en réalité, tous les pays du Sud, l'Algérie, mais d'autres, c'est le Sud global aujourd'hui, reprochent à l'Occident la même chose, et l'Occident, au lieu de relever la tête et de se comporter comme ces pays-là, au contraire, courbe les chines et s'enferme dans une repentance permanente. On le voit malheureusement avec les différentes humiliations qu'a subies la France. J'aurai l'occasion d'interroger le Premier ministre demain, puisqu'il est notre invité, si vous pouvez écouter sur Europa. Et 8h10. Et non, mais c'est une véritable question. Vous savez que le Premier ministre s'est engagé d'ailleurs plutôt courageusement auprès du ministre de l'Intérieur en donnant une sorte de délai à l'Algérie pour récupérer ses ressortissants problématiques. Et je précise que ce n'est pas la majorité, qu'il y a des gens formidables. Évidemment, donc on a besoin de préciser, c'est triste. Malgré tout, il a décliné ce référendum et le président de la République, est-ce que c'était un désaveu, je ne sais pas, mais il a tempéré cet ultimatum. Et moi, je trouve que c'est malheureux, pas simplement d'un point de vue politique ou diplomatique, c'est malheureux parce que surtout d'ailleurs, les Français, Algériens, ou Tunisiens, ou Marocains ici de 3e ou 4e génération, ils auraient admiré ou ils admireraient une France qui se fait respecter. D'ailleurs, je ne sais pas quel pays, quelle personne qui ne sait pas se faire respecter on peut admirer. C'est ce que j'appelle l'acte d'amour. C'est ça le lien amoureux pour moi. Le lien amoureux avec un pays, c'est un pays qui se respecte. Parce que quand on se respecte quand même, on s'aime. Quelqu'un qui se respecte a une bonne opinion, une haute, estime de soi. Et puis, cher Harry, vous avez dit tout à l'heure que j'étais une défenseuse, je passe le terme, mais défenseur de la laïcité. Oui, mais pourquoi? Mais là, j'ai un peu évolué sur ce sujet.
la laïcité, c'est un élément important de l'assimilation. Mais j'estime qu'à force de brandir la laïcité, c'est devenu un bouclier un peu fatigué, un peu troué. Comme le parapluie américain, il est percé de toutes parts. La laïcité, en fait, c'est une garantie de neutralité. Mais elle ne dit rien, en fait, des valeurs que nous sommes censés partager. Et à force de brandir la laïcité, déjà, regardez, il y a un coup de canif à la laïcité. Enfin, il y a, comment dire, des velléités communautaristes à l'école, ou je ne sais où, on dit laïcité. Mais je vous assure, moi qui connais la laïcité parce que je l'ai étudiée, j'ai pas du tout envie de m'assimiler à une société qui n'a que pour boussole la laïcité. Je veux dire, ça fait rien, vous voyez, c'est pas stimulant, c'est pas très excitant. C'est important, c'est un cadre légal et c'est bien pour fixer les limites, même si elles sont très souvent testées, ces limites. Mais aucune communauté ne peut véritablement, ou alors vraiment vous me direz comment, ne peut se dire c'est formidable, la France, on va tous partager un projet parce que c'est la laïcité. Sans compter que, évidemment, il faut la défendre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la défendre. Je dis que c'est une condition sine qua non, mais elle est insuffisante. Parce que face à la laïcité, vous avez une communauté de croyants, dont je fais partie d'ailleurs. Je suis musulmane de naissance, de culture, d'éducation, pour laquelle il y a quelque chose de plus fort. C'est l'Oumma, c'est la communauté des croyants. Et l'Oumma donne la stabilité, la compacité, la complétude par rapport à toute chose perdue. C'est-à-dire, vous voyez, je dis pas, je dis pas qu'il faut mettre de la religiosité partout, mais je dis que face quand même à des communautés qui sont très imbibées, à tort ou à raison, de croyance, de religiosité, de spiritualité, il me semble que la laïcité, c'est un peu un pistolet à eau. Voilà. Et que le nihilisme des sociétés occidentales, elles ne sont pas toutes comme ça, mais n'est pas un modèle pour les musulmans. Il n'y a aucun... D'ailleurs, bizarrement, peut-être le meilleur rempart face aux idéologies woke, c'est l'islam. Ça n'a pas l'air de vous faire plaisir, mais c'est un fait. Pourquoi les parents, par exemple musulmans, français musulmans, mettent leurs enfants beaucoup dans les écoles catholiques? C'est pour éviter certaines embardées woke dans les écoles publiques et les autres écoles. Donc voilà, il y a peut-être là un compromis, une proximité à trouver. Assimiler, c'est donc partager et c'est surtout pas s'amputer. Moi, je pense que nous sommes aujourd'hui à un moment vraiment de bascule, ça tous les politiques le disent, mais vraiment à un moment de, nous sommes au confluent de deux phénomènes. C'est une immigration que nous ne savons plus maîtriser et qui débouche en France sur une crise aiguë de l'assimilation et malheureusement aussi sur une crise démocratique, ça je crois qu'on la touche tous du doigt, qui est symbolisée par une autorité qui est atrophiée, qui est annihilée, qui est effacée dans un océan indifférencié. L'assimilation, d'ailleurs, a été malheureusement remplacée par le mot intégration. Tout le monde parle soit d'assimilation ou d'intégration. C'est une différence pourtant majeure. L'intégration, c'est obtenir ses papiers. L'intégration, c'est les papiers, c'est la nationalité, c'est l'emploi, c'est le logement. C'est autant de choses très importantes pour vivre en France, ce sont des choses techniques. L'assimilation, c'est tout ce qui touche à l'esprit, au cœur, même moi je vais un peu plus loin, mais ça c'est mon côté un peu, spirituel. Je trouve que ça touche à l'âme. Il y a un véritable désir d'assimilation, je pense, qui est inassouvi en France. Quant à l'intégration, je n'emploie jamais l'expression français de papier, mais ça permet d'avoir plutôt des papiers. Moi, je parle sous ton contrôle, papa. Je crois qu'on a mis, je parle pour moi, en tous les cas, ça fait 10 ans pour avoir la nationalité, pour un processus classique, 10 ans, parce qu'on dit qu'on obtient la nationalité très facilement. À mon époque, il n'y a pas très longtemps quand même, il y a quelques années, mais il n'était pas évident d'obtenir la nationalité, puis on passait par un processus que moi je trouvais très intéressant, puisqu'on passait par un test de français. Mais c'est à ce moment-là, vous savez, j'étais assise dans une même salle que celle-ci, et j'avais été accompagnée comme toujours par mon père, et je me retrouve assise à côté d'une personne, je me souviendrai toujours, qui s'appelle Malika, qui a 3 enfants, et j'essaye de discuter parce que on avait 1 heure à tuer et aucun moyen de discuter, tout simplement parce qu'elle ne maîtrisait pas la langue. Mais elle travaillait, alors que moi j'étais étudiante, à l'époque étudiante, elle avait 3 enfants, moi j'étais toute jeune,
Elle n'avait pas de support, enfin, je veux dire, elle n'avait aucune aide, elle n'avait plus ses parents, elle n'avait pas de mari, elle n'avait rien. Et qui a eu la nationalité? Bon, moi. Pourquoi? Parce que la langue a été une arme d'intégration, d'assimilation massive. Je suis arrivée au test, c'était plié. Et je me suis dit, quelle injustice, cette femme, elle avait tout de l'intégration. Elle avait papier, enfin, elle avait le travail, elle avait son domicile, etc. Mais elle a été recalée. Mais ce contraste en miroir inversé montre que ce n'est pas possible. Vous voyez, une nation, c'est une langue. Une nation, c'est une culture. Une nation, c'est une civilisation. Même si c'est dur pour certains, même si c'est plus dur, forcément, moi j'ai été dans les meilleures écoles françaises en Tunisie. J'ai pas eu beaucoup de mérite, sauf à adorer, à aimer la France et la langue française pour y adhérer. Cette personne qui, elle, n'avait pas eu ses papiers, et qui est sans doute tombée dans l'illégalité en tous les cas, qui était donc sans papier, donc forcément, même si aujourd'hui ce n'est pas illégal de rentrer sans ses papiers, eh ben, n'a pas eu le même parcours. Ça montre quand même l'importance de la langue. Il est impossible d'avoir, c'est pour ça que l'intégration, c'est très limité pour moi. Il est impossible de se limiter au papier, au logement, à une situation familiale ou autre. Donc, sur l'assimilation, on continue malgré tout à avancer les yeux grands fermés. Et de toute façon, aucun mur, aucune frontière, aucune barrière, moi je pense, n'arrêtera plus les flux ni les flots de l'immigration. Je pense qu'aujourd'hui, tous ceux qui affirment l'immigration, d'ailleurs, depuis des années, on entend contrôle de l'immigration, gestion de l'immigration. En réalité, rien, honnêtement, d'ailleurs, rien ne se fait, et puis rien ne peut être fait parce que dans une partie, à tort ou à raison, des métiers de la restauration ou autres, il y aura toujours la pression des patrons qui sont à la fois immigrationnistes mais qui ont surtout besoin d'une main-d'œuvre pas chère et qui est une forme de lumpen prolétariat aujourd'hui de substitution. Hein. C'est une forme, c'est un peu dur de le dire comme ça, mais il y a un raisonnement d'esclavagisme moderne où tout simplement, eh bien, ces personnes font les métiers. Non pas que les Français ne veulent pas faire ce qui est faux, ça c'est vrai à Paris, dès qu'on sort de Paris, c'est totalement faux en province, mais comme on a fait une politique où on a finalement dévitalisé certaines villes et on a poussé les gens en dehors des métropoles, eh bien, ces immigrés à bas coût font le travail que les Français ne font pas dans ces zones très très limitées. Donc, nous avons une immigration de masse aujourd'hui en Europe, qui est une forme d'esclavagisme moderne, une main-d'œuvre sous-payée, qui pour la plupart vit sous les ponts, et ça satisfait une grande partie de la gauche, qui se satisfait donc de ce lumpen prolétariat de substitution. La gauche qui a d'ailleurs perdu le prolétariat des ouvriers à cause de la mondialisation débridée, qu'elle n'a pas ralenti, au contraire, et a trouvé là, comme vous le voyez avec la France insoumise, eh bien, son électorat de substitution. Donc, malheureusement, tout se tient. C'est pour ça que je pense, mais peut-être que la réalité me démentira, que rien ne sera fait, en tous les cas à court terme, au moyen terme, pour ralentir ou freiner l'immigration. Malgré tout, des générations d'immigrés se sont assimilés à la France, sans avoir le sentiment de renier ce qu'ils étaient. C'est comme si certains affirmaient tout haut, vivre en France, oui, devenir pleinement français, non. Moi, je ne comprends pas aujourd'hui. Vous avez beaucoup de Français d'origine immigrée qui sont naturalisés, qui ont été naturalisés, mais qui sont acculturés. C'est-à-dire, c'est pas des Français de papier, mais ils ont les papiers. Et pourtant, ils sont tellement éloignés de la culture française, du mode de vie français, du code culturel, et même un sentiment, une défiance anti-française qui les irrigue, qui les transcende, que la question d'être français ne se pose même plus pour eux. C'est même plus une autre loi, c'est même plus un autre droit, c'est vraiment une autre société dans la société où l'assimilation est devenue un gros mot. Peut-être que je ne dois pas faire trop long, non? Non, tout va bien? J'ai pas de... Non, c'est parti. On va continuer jusqu'à l'interview demain, comme ça on va être bien. Non, mais... Ça vous ferait plaisir. Alors vous, avec vous, les questions, ça va être pire que les nôtres demain. Non, peut-être, je voudrais insister quand même sur quelque chose d'important. Je ne vais pas tout vous soumettre ce soir, mais je voudrais insister sur l'assimilation qui suppose quand même un désir de rassembler, de s'homogénéiser sans se fondre. Je trouve que là, la France a perdu, mais peut-être que c'est que temporaire, une occasion exceptionnelle. Parce que vraiment,
J'en parle souvent d'ailleurs avec des collègues au travail qui se considèrent, qui sont, même si j'aime pas cette expression, français de souche, mais je dis, il n'y a pas plus grand amour que celui qui est porté par un étranger qui vient et qui embrasse le pays. Je dis pas qu'il est plus grand que celui qui sont là depuis des générations, des siècles, évidemment, mais je trouve qu'il y a, comment dire, une appétence, un besoin de défendre d'autant plus fort un pays qu'on vient d'ailleurs. Je pense que certains d'entre vous le vivent ici. Pour ça, je ne suis pas complètement pessimiste, parce que d'instinct, je pense que quand même les peuples savent que c'est inéluctable, qu'il y a besoin de cette assimilation. Vous disiez tout à l'heure que les populations ont compris davantage que les gouvernants qui n'osent employer le mot. Et plus largement, je pense que les lois que nous avons lues d'ailleurs, comme les lois la loi sur le voile, ou encore la loi contre le séparatisme culturel, sont des lois d'assimilation. On parle souvent de laïcité pour ces lois, mais en réalité, une loi contre le séparatisme culturel, c'est bien une loi d'assimilation, puisque si vous voulez interdire une forme de séparatisme culturel, c'est que vous voulez au contraire faire partager les mêmes codes culturels et les mêmes mœurs. Donc là encore, le mot n'est pas vraiment employé, pourtant, il irrigue toute notre classe politique. Je voudrais aussi dire que sans autorité, il ne peut pas y avoir d'assimilation. Vous ne pouvez pas proposer un projet assimilationniste si vous n'avez pas une forme de verticalité. Une forme de verticalité, c'est pas un autoritarisme débridé, c'est tout simplement, on le disait tout à l'heure, un respect de soi. Et c'est aussi éloigner un peu cette idée nihiliste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on dit, voilà, ma vie, mon confort, mon seul bien-être, c'est ma communauté contre l'idée de nation. D'ailleurs, quand le président de la République convoque avant-hier quand même l'idée de patrie, moi j'aurais adoré savoir comment les Français ont accueilli ça. Ils n'ont pas entendu ce mot, certains ont dû dire qu'est-ce que c'est, pas certains, je veux dire ça fait tellement d'années qu'on n'a pas entendu ce mot de patrie. Quand même, ils charriaient tellement de choses sombres, négatives pour certains, que l'entendre dire par Emmanuel Macron en plus, c'est quand même fort de café, exactement. Donc pour vous dire que l'assimilation c'est un lien amoureux, pour vous dire également qu'une mémoire d'un pays, parce que l'assimilation se construit sur une mémoire c'est du solide. Une mémoire, c'est pas la mémoire de l'homme sable, c'est pas la mémoire de l'homme mousse auquel on peut faire toutes les contorsions. Sans assimilation, en fait, on ampute un pays de ce qui le fonde. On ne doit pas seulement casser le thermomètre pour proposer ce projet. Moi, je pense qu'il faut complètement tout changer. Il faut remettre au cœur nos priorités. Il faut une école de l'assimilation. Et puis, pardonnez-moi pour ce gros mot, mais il faut franciser. Alors, certains ont employé ce mot dans la classe politique, alors aujourd'hui, il est connoté, mais je trouve qu'il est magnifique, ce mot. Franciser, ça ne veut pas dire obliger les gens à adhérer, je veux dire, à souscrire un contrat et être obligés d'avoir vraiment des codes culturels à respecter. S'ils les respectent pas, ils ne sont pas considérés comme français. Franciser, c'est de dire à l'autre, mais tu n'es pas né tu n'es pas ici depuis des années, des générations, mais tu peux même davantage que ceux qui sont là depuis longtemps partager les mêmes héros, les mêmes gloires, les mêmes sentimentalités, finalement cet objectif commun. Mais pour ça, il faut tout pouvoir enseigner, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir enseigner dans ce pays la Shoah, sans que les professeurs soient menacés. Il faut pouvoir dire dans l'espace politique qu'on condamne sans l'ombre d'une hésitation ce qui s'est passé le 7 octobre sans être repris par une partie de la classe politique qui a le culot, l'indignité de relativiser ce qui s'est passé. Donc, vous voyez qu'on est encore loin. Et il faut arrêter le slogan « Venez comme vous êtes ». Moi, je pense que la France, c'est un acte d'amour. Et quand je dis un acte d'amour, c'est un acte politique, la France. La France, c'est pas juste un territoire, c'est pas juste une géographie. La France a été construite, c'est une volonté politique. Et d'où qu'on vienne, moi, je trouve que le plus beau slogan, ce serait « D'où qu'on vienne, on peut devenir français ». Quelles que soient nos différences, on peut devenir français. Et pas « venez avec vos différences ». Mais il y a une condition, c'est l'assimilation. Il y a une condition, c'est le respect. Il y a une condition, c'est de partager finalement dans son cœur ce qu'on appelle les patries charnelles. C'est de se rendre compte aussi que dans toute nation, que ce soit les pays du Sud ou les pays occidentaux, il y a des murs porteurs, qu'à force de les abattre, vous pouvez pas donner envie, d'avoir envie à ceux qui viennent de l'étranger, de s'assimiler, de rester s'il n'y a plus aucun mur porteur. Moi, je ne vois pas qui peut habiter dans une maison sans mur.
Et ces murs-là sont l'autorité, la sécurité et la souveraineté. Donc, pour conclure, je dirais que la France, c'est une histoire qu'on partage, c'est un art de vivre qu'on aime. C'est une histoire avec ses zones d'ombre, mais qu'on doit pouvoir, et surtout avec ces zones d'ombre d'ailleurs, qu'on doit pouvoir délivrer en France sans, sans la travestir, sans la maquiller, sans dire qu'il y a plusieurs oradours sur glane, sans l'exagérer, sans la manipuler. Et ça, c'est un gros travail, comme vous l'avez compris. Merci. C'est un moment Sonia. Ah, on peut l'applaudir très très fort. Félicitations. Je voulais dire merci à tous d'avoir été répondu présents ce soir. On a une conférencière de haute qualité. Voilà, on va procéder aux questions. Alors, on va... Je vais mettre quelques petits, parce que Sonia doit se... Non. On va pas rester non plus toute la nuit, hein. Demain matin, vraiment d'accord. Alors, on va poser. Alors, faites pas d'observations, essayez de poser des questions. Tout le monde a envie de faire des observations, c'est certain. Mais on va déjà donner la parole aux personnes qui n'ont pas l'habitude de la prendre, parce que je vous la donnerai, je vous promets. Je vous la donnerai, je vous le promets. Mais on va quand même faire en sorte de donner la parole au plus grand nombre de personnes. Allez, on commence par monsieur. Bonsoir Sonia, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Nordine, je suis élu à Levallois. Certains me connaissent. Je suis né ici. Et le mot assimilation, à vrai dire, il me dérange parce que logiquement, ça devrait être du bon sens que d'aimer son pays. Et il me dérange encore plus lorsqu'on l'utilise pour les Français d'origine maghrébine de première et seconde génération. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'on puisse mettre au même niveau ces Français-là et les immigrés qui sont venus il y a quelques années. Donc, je voulais avoir votre avis par rapport à ces Français de première et seconde génération à qui on demande de s'intégrer ou de s'assimiler. Bon, l'assimilation, c'est pas un chemin de rose, hein. L'assimilation suppose quand même une forme de rupture. C'est-à-dire, c'est pas une invitation. C'est-à-dire, à un moment, moi, je pense, alors, il peut pas y avoir de coercition, il peut pas y avoir d'obligation. On peut pas aller sonder les cœurs et les reins. Mais je pense à un moment, c'est pour ça que je vous disais qu'il ne peut pas y avoir d'assimilation sans autorité, qu'il faut assumer à un moment un projet un peu plus cadré, un peu plus strict, mais qui se décline tout à fait normalement, hein, dans le cadre de la loi, à l'école notamment, dans l'espace public aussi. Effectivement, pour la première génération, moi je pense que le sujet ne s'est jamais même posé. Il s'est posé peut-être pour certains, il s'est posé à des périodes un peu paroxystiques, mais il s'est pas posé. Et c'est ça ce qui est quand même assez incroyable. C'est voilà des générations et des générations qui sont vues, alors parents, grands-parents pour certains, et qui se sont quand même, avec, il faut le dire, des difficultés, parfois aussi des difficultés, comment dire, pour le dire, un rejet aussi qu'ils ont ressenti, hein, une forme de rejet, oui, on va le dire comme ça, et qui sont pourtant intégrés par le travail. Ça a été la plus grande intégration. Ils se sont assimilés par le cœur, par l'esprit, par l'histoire, par la langue, et pourtant leurs enfants, mais surtout leurs petits-enfants aujourd'hui ne sont pas assimilés. Alors il y a un sondage qui est sorti et qui est très intéressant, j'aimerais avoir votre avis, et qu'on a souvent utilisé dans le débat public et politique, et on a posé la question, alors on l'a posé souvent à des jeunes élèves lycéens ou élèves tout court, et on leur a dit: qu'est-ce que vous placez en premier? Est-ce que ce sont les valeurs de la République que vous placez en premier, ou est-ce que ce sont, eh bien, les valeurs de ce qui vous constitue et constitue votre religion? Vous savez, ce sondage a été beaucoup commenté, et beaucoup ont affirmé que c'était surtout l'islam, hein, c'est leur religion, qui était prééminente par rapport aux valeurs de la République. Mais ce sondage a beaucoup choqué. Mais si on m'avait interrogé moi, j'aurais répondu la même chose.
Et c'est là où je pense qu'on ne comprend pas véritablement, c'est pour ça que je dis la laïcité ne suffit pas. Alors, si vous m'interrogez, moi, vous me dites qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est votre religion ou est-ce que ce sont les valeurs de la République? Moi, quand on me dit ma religion, c'est le respect de la mémoire de ma mère, c'est tout ce qu'on m'a enseigné. Je peux pas dire. Donc je dis instinctivement que c'est cette religion, que c'est le cadre de mon éducation. Mais la différence, c'est que moi et la majorité, c'est dans le cadre privé que je l'imagine, que je la décline. Donc elle n'empiète pas sur les valeurs de la République. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je dépasse la porte de chez moi, eh bien les valeurs de la République priment. Je respecte la loi et à l'école, c'est une évidence. Mais chez moi, j'aurais répondu la même chose au sondage. C'est pour ça que ce sondage-là, je ne lui accorde pas beaucoup d'importance et que c'est vrai, dans ce cas-là, l'assimilation peut paraître un peu, comment dire, manipulée, parce qu'on est parti de ce sondage pour dire, regardez, il n'y a pas d'assimilation. Or, je vous dis, moi, j'aurais répondu à la même chose. En réalité, tout ce qui se vit à l'intérieur de la sphère privée, c'est ça le plus grand schisme aujourd'hui, la plus grande difficulté, et ce qui fait la différence entre une religion et un islam, moi que j'appelle celui de mes grands-parents, parce qu'on l'a toujours connu dans la sphère privée, et un islam offensif, voire radical, voire l'islamisme et l'islam politique, c'est celui qui tout simplement s'affiche, s'étale, est un étendard dans la sphère publique. Voilà. Pour moi, la différence, si on doit parler des immigrés deuxième, troisième génération ou quatrième génération, moi je suis plutôt, je suis pas née ici, donc je m'inclus pas comme immigré de deuxième ou troisième génération, mais je pense que la différence est là par rapport à leurs aînés. C'est-à-dire que leurs aînés, ils avaient le respect finalement de cette différence, c'est-à-dire ce qui était dans le cœur, dans les croyances, se faisait dans la sphère privée, alors qu'aujourd'hui, les autres l'étalent, et souvent sans culture, malheureusement, sans connaissance historique, à l'extérieur, comme un étendard. Voilà, c'est la différence que je vois par rapport à leurs aînés. Pourquoi ? En partie, je dirais pas que c'est la faute de la France. Moi, je n'y crois pas. Je crois que ce pays, quand même, certainement que j'ai eu plus de chance parce que, et beaucoup d'entre nous, et parce que j'ai été à l'école de la République, mais de l'autre côté de la Méditerranée, mais j'ai appris à aimer la France comme beaucoup d'autres. Et quand je suis arrivée ici, on a dû se battre comme d'autres. On est passé par un parcours extrêmement compliqué avant de pouvoir accéder à des plus hautes responsabilités et s'accomplir. Je pense que la France est un pays qui donne toutes ses chances. Et donc, que tout ce qui peut porter atteinte à ces valeurs-là doit rester dans la sphère privée. Et que c'est ce que j'appelle un projet assimilationniste assez ferme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on tolère des accommodements qu'on appelle raisonnables et qui sont extrêmement déraisonnables. Très bien. Nous allons passer à une deuxième question. Bon, bonjour, je m'appelle Benjamin, j'ai 45 ans. J'aurais deux questions assez rapides. La première un peu personnelle, la deuxième plus politique. Vous avez évoqué vos racines, votre attachement à vos origines, à la Tunisie, et ça je l'entends totalement. Maintenant, j'essaye de comprendre. Vous êtes issu d'une famille, une bonne famille. Vous avez fait les meilleures écoles, comme vous l'avez décrit. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter la Tunisie? Première question. Deuxième question, et je m'arrêterai là, c'est assez rapide. Vous avez parlé d'immigration, d'assimilation, et j'ai cru reconnaître la définition du grand remplacement et la négativité sur le futur concernant les populations immigrées en France. Quelle est la solution? Et il est vrai que lorsqu'on parle de grand remplacement, on pense à Éric Zemmour. Beaucoup pensent, j'ai l'impression, comme lui, mais tout le monde le dénigre. Voilà, c'était mes questions. Merci. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à quitter la Tunisie? D'abord, c'était la volonté d'exercer un métier qui était compliqué dans mon pays natal, journaliste. Il faut quand même avoir la liberté de pouvoir l'exercer. Voilà. Donc, c'était de pouvoir, en toute liberté et quiétude, m'accomplir dans ce métier-là, mais il fallait le faire dans un pays qui était encore synonyme de liberté. Donc, c'est surtout ça. Et puis, surtout, je pense que ce besoin de partir, il était ancré depuis longtemps, mais ça, c'est effectivement personnel. Et ça n'enlève rien à l'attachement au pays. C'est que j'ai aimé
j'ai appris à aimer vraiment la France à travers les livres, à travers la littérature. Donc il y avait une sorte d'attirance, d'appétence, d'aimant par rapport à l'autre côté de la Méditerranée. J'ai une famille qui a toujours parlé politique. Mon grand-père qui a été compagnon de route de Bourguiba. Et j'ai toujours entendu petite parler de géopolitique, d'Israël, de la Palestine, du Moyen-Orient, de tout ce qui se passe dans le monde. Donc j'avais envie, voilà, j'avais envie de partir. C'est assez naturel à cet âge-là. J'avais envie de m'accomplir ailleurs, peut-être là où je pensais que tout allait se passer. Et puis j'ai idéalisé un peu la France. Pour moi, c'était vraiment le pays, de l'assimilation, de l'intégration, là où je pouvais exprimer tout ce que j'ai appris, tout ce qu'on m'a enseigné, et je trouvais que c'était une continuité. Vous dites les bonnes écoles, moi j'étais à l'école publique, mais c'était l'école française. Et dès qu'on passait la grille du lycée, on était en France, et c'était une vraie fierté pour nous. Je me rappelle, on se précipitait, on passait le lycée Cailloux, parce qu'il y avait 2 lycées, il y a le lycée de la Marsa, le lycée Carnot. Nos parents étaient au lycée Carnot, qui avait passé Michel Bouvenat, et tous, ben voilà, et beaucoup, vous aussi, ah ben voilà, qui était un lycée, là c'était la crème de la crème, nous c'était le lycée Cailloux, ça fait moins, mais vraiment, il y avait un sentiment de fierté quand je passais la grille. On avait des professeurs français, je dénigre pas du tout les professeurs locaux que nous avions, mais pour moi, je touchais du doigt un autre pays, une culture que j'ai aimée tout de suite. Et donc, venir en France, c'était la rencontre entre ce que j'ai fantasmé dans ma jeunesse, mon enfance, et le pays réel, qui est un peu loin du fantasme, mais bon, on s'attache et on s'accroche à nos rêves. Alors, le grand remplacement, oui, il n'y a pas qu'Éric Zemmour qui en parle. Je note que quand Jean-Luc Mélenchon en parle, ça provoque aucun cri d'orfraie. Pourtant, il a bien acté du grand remplacement qu'il appelle la créolisation. Donc, moi, je pose une question sans être ni du côté zémourien, ni du côté mélenchoniste, mais quand Jean-Luc Mélenchon acte du grand remplacement par la créolisation, on n'entend rien dans le débat public. Quand Éric Zemmour le dit, c'est un tremblement de terre et un cataclysme. Cette expression, moi, je l'aborde différemment. Je l'aborde par la question de la démographie. Et je l'aborde par la question du nombre. L'INSEE dit et explique que certaines zones en France connaissent un basculement démographique et un changement de population inédit. C'est A plus B, c'est arithmétique, c'est mathématique. Alors on peut être contre, on peut être pour après, ça c'est l'analyse. Mais il est là. Le remplacement ou la créolisation ou le basculement est là dans certaines villes en France. Et c'est pas au doigt mouillé, c'est pas au regard ni des choses qui pourraient amener à des attaques que je comprends. Il est là, il est aujourd'hui proposé à travers 2 partis politiques ou 2 extrêmes. L'un qui dit il y a un grand remplacement, qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout, immigration zéro. L'autre dit il y a un grand remplacement, mais il est voulu, c'est la créolisation, ouvrons encore plus nos portes. Est-ce qu'il y a un juste milieu? Malheureusement, le juste milieu, je ne le vois pas, puisque je vous dis que toute tentative aujourd'hui de maîtrise, de régulation, de gestion des flux migratoires se heurte en réalité à des flux qui ne peuvent pas diminuer. Depuis notre Tunisie natale, moi j'ai eu souvent l'occasion de parler avec des commissaires de police, avec ceux qui sont dans les douanes, les ports. Je veux dire, c'est un flux qui ne peut pas s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'ils risquent leur vie pour venir. Donc, vous aurez à construire une barricade, un mur, une frontière, à mettre une loi immigration 2, 3, les populations viendront pour leurs enfants, pour eux, pour sauver leur peau, pour des questions économiques, de guerre. Il n'y en a pas tellement, en tous les cas, de l'autre côté de la Méditerranée immédiatement. Donc, la question, c'est, pour moi, le seul projet, la seule issue, c'est le projet assimilationniste. Sinon, à construire un mur dans la Méditerranée auquel personne ne croit. Voilà. Très bien. Il y a une autre question. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais vous demander dans quelle mesure, pour vous, le projet assimilationniste que vous avez, qui passe notamment par le cadre politique, des actions politiques, on peut le mener à bien dans un pays où on a un gros clivage politique, justement, avec toute une partie des politiques, mais aussi de la population, qui est pas forcément sur ce cap assimilationniste, et notamment toute la partie gauche qui adhère pas du tout à cette idée-là.
Donc, comment on peut mener à bien cette assimilation, en tout cas ce projet politique, si on a une grosse partie de la société qui est contre ça, et aussi en dehors des cadres politiques, peut-être le côté soft power, quand vous parliez de self-esteem du pays, qu'on met pas souvent en avant et qui a justement tendance à être dénigré par une partie de la population, c'est-à-dire que dès qu'on sort le drapeau français ou toute allusion de cette sorte, c'est tout de suite taxé de nationalisme, entre guillemets, avec tout le côté péjoratif du mot, et évidemment pas mis en avant de ce fait-là. Merci pour votre question. Alors vous dites, vous avez raison de parler de ce clivage, une fracture très importante dans le monde, dans la classe politique. Je suis évidemment chez les Français également, mais je ne saurais pas quantifier. Je suis un peu moins pessimiste sur ce point-là. Moi, je pense qu'il faut parler aux Français de désir. Vous savez, il y a différentes manières de parler à un pays, il y a différentes manières de s'exprimer. Un pays a une salle, a des amis, a sa famille, il y a une manière technique, arithmétique, sèche, rude, asséchée, desséchée, et puis il y a une autre manière, une manière plus charnelle, plus lyrique. Ça ne veut pas dire qu'on va conquérir les cœurs, mais au moins essayons. Il y a toute une partie de la population, moi je suis convaincue, qui n'est pas peut-être dans la démarche assimilationniste comme vous le dites, mais qui n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on lui dise véritablement eh bien comment faire, quel est le projet. Aujourd'hui, on ne fait que dénoncer, comme l'avait dit l'ancien ministre de l'Intérieur, paix à son âme, Gérard Collomb, il a dit on était en train de vivre côte à côte, on va vivre face à face. Moi, je crois qu'on est même dos à dos, si ce n'est pas l'un sur l'autre, et bientôt on va se mettre l'un sur l'autre justement à se cogner. Et en réalité, ce n'est pas un vivre ensemble. Cette expression, pour moi, ça a été même un mentir ensemble des responsables politiques, nous ont fait croire en ce vivre ensemble. Il faut un être ensemble. Mais pour ça, reconnaissez que si on ne développe pas le début du commencement d'un projet pour dire qu'est-ce qu'être français dans un débat sur l'identité, mais parler à ces Français de désir. Il y en a des milliers, je pense peut-être des millions, qui n'attendent qu'une seule chose, c'est que ce soit un pays qui s'affirme, même s'il s'affirme parfois contre leur pays fantasmé de naissance ou d'origine, mais qui se tienne droit, qui assume une forme d'autorité qui ne soit pas un autoritarisme, qui défende ses frontières. Vous savez, de l'autre côté de la Méditerranée, ce sont les mêmes qui se gargarisent de cela et qui sont fiers de cela et qui n'ont pas de problème à sortir un drapeau dans les stades. Pourquoi sort-il un drapeau plutôt qu'un autre ? Pourquoi estiment-ils qu'un pays les représente mieux plutôt qu'un autre alors ils ne connaissent rien de l'autre pays? Peut-être parce que l'autre pays, pour eux, eh bien, de manière fantasmée, à tort ou à raison, représente une autorité, une histoire, une culture dans laquelle ils se retrouvent, un cadre souvent religieux qu'on leur propose. Alors peut-être qu'il est exagéré, mais quand un pays ne propose rien de tout cela, vous pouvez pas dire on peut pas s'étonner qu'on sorte pas le drapeau de manière instinctive. Je vous assure que moi qui aime la France, je veux dire autant que ma fille. Bon, oui c'est vrai, autant que ma fille, je sortirais plus facilement le drapeau tunisien en Tunisie que le drapeau français en France. Et malgré tout ce que je vous dis, et pas seulement par rapport, c'est pas le regard de l'autre qui me gêne, pas du tout. C'est que ce n'est pas instinctif parce qu'on ne nous a pas appris à le faire, tout simplement. Moi, j'étais à l'école, avant d'être à l'école française, j'étais dans une école de bonnes sœurs. C'est un parcours atypique. C'était les bonnes sœurs en Tunisie, qui s'appelait Jeanne d'Arc. Mais rendez-vous compte quand même, je vous assure, hein, c'est vraiment, je parle sous l'autorité de mon père, donc je ne travestis rien de la réalité. C'est les bonnes sœurs qui nous apprenaient, les bonnes sœurs. Il y en avait 5. C'était difficile, hein, qui nous apprenaient, mais vraiment c'était difficile. Qui nous apprenaient, papa, c'était pas facile, merci d'ailleurs, faut qu'on en parle. Mais ça m'a appris quelque chose de fondamental, et ça a été une conversation avec l'une d'elles. On priait à l'époque, j'avais 6-7 ans, je rentrais avec mon tapis de prière à la maison, elle était comme ça, avec le foulard à tapis de prière, et c'était les bonnes sœurs qui nous apprenaient comment prier, l'islam, hein. Et j'avais demandé à une bonne sœur, je dis, mais comment ça se fait? Pourquoi c'est vous qui nous apprenez notre religion? Et je vous assure, elle m'a dit, vous comprendrez plus tard qu'est-ce que c'est que le dialogue des religions, pourquoi c'est important que ce soit moi qui vous apprenne les fondements de votre religion.
Et à chaque fois, je pense à cette phrase, je me dis, mais je comprends maintenant pourquoi c'est tellement important de défendre les chrétiens d'Orient. Pourquoi? Parce qu'ils défendent notre propre religion et qu'ils sont aujourd'hui un peu comme la neige qu'ils font au soleil en terre d'islam et qu'il faut les protéger. C'est pour ça que ce combat, il me tient à cœur. En fait, j'ai appris, moi, ma religion par des bonnes sœurs catholiques. Et je trouve que ça a été magnifique. Donc, cette ouverture, moi, elle m'a été inculquée. Cette autorité, elle m'a été donnée naturellement. C'est pour ça que ça me paraît évident dans mon pays, d'abord d'aimer mon pays, parce que des gens de l'extérieur, d'une autre religion, d'une autre nationalité me l'ont dit. Mais chez eux, ils ne le disent pas. Vous reconnaissez qu'on marche sur la tête, non? Bonsoir Madame Mabrouk, Sandra Cohen. Je suis d'origine juive tunisienne. Contrairement à votre histoire, quand mes parents ont été, quand ils sont arrivés en France, moi j'ai été baignée par l'histoire tunisienne, puisque mon grand-père également était avocat et conseiller de Monsieur Bourguiba. Et c'est vrai que je prétendais d'abord être tunisienne avant d'être française. Pourtant, je suis née en France. Bien. Je suis pas complètement d'accord avec ce que vous dites. J'ai mes origines comme les vôtres et je les réclame haut et fort. J'aime la Tunisie, qui est le pays de mes ancêtres, où je ne peux plus me rendre depuis 5 ans. Je ne vais pas te faire politique, vous la connaissez. Mais aujourd'hui, je suis d'abord, avant d'être juive, je suis française. Et notre religion nous impose, dans tous les pays où nous sommes, d'accepter les règles et coutumes du pays. Donc, lorsque nous avons été acceptés en France, nous vivons en France, nous sommes dans un pays où on nous a accueillis, nous accueillons ces lois, et ma religion, contrairement à vous, elle a toujours été intime. Je suis quelqu'un de très laïque, j'ai fait des écoles laïques, je suis avocate, je n'ai jamais parlé de ma religion à personne. Pourtant, je m'appelle Cohen. Donc, moi, si on me pose la question, je vais dire je suis française. Donc, la question que je voudrais vous poser, c'est, ça je sais pas parce que j'ai beaucoup d'amis évidemment musulmans, et j'ai jamais posé la question qui est la suivante. Qu'est-ce que dit le Coran sur les personnes, sur les musulmans qui sont dans d'autres pays que ceux où ils sont nés? Non, mais je veux juste savoir la réponse. Heureusement qu'elle a dit qu'elle est courte. Bon, alors, merci de votre intervention. J'ai pas eu l'impression que je me suis mal fait comprendre d'avoir étalé ma religion, mais il me semble que quand on parle d'assimilation, c'est quand même beaucoup, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt, dirigé vers les immigrés, et souvent de culture musulmane. Hein. Il me semble que les Français juifs sont parfaitement intégrés. Donc c'est pour ça que j'ai fait plutôt état de mon expérience. Pas tous. De ma génération. Oui, mais madame, malheureusement, si tout le monde était comme vous, nous serions dans un pays heureux sans problème, mais ce n'est pas le cas. Donc, j'insiste d'autant plus que le déni est pire que l'affirmation que vous faites en réalité. Parce que cacher qu'il y a une rupture dans l'assimilation, qu'il y a un véritable défaut d'assimilation et d'intégration aujourd'hui, ce serait vraiment se voiler la face et continuer avec des œillères extrêmement dangereuses et mortifères. Donc moi, j'assume de dire non, peu importe, je vous assure vraiment, peu importe les colibés, de toute façon, ce discours, je le tiens là, je le tiendrai toujours, je l'ai toujours tenu, quels que soient les médias dans lesquels je suis, quel que soit l'accueil qu'on peut faire dans une salle. Il n'y a pas plus beau projet assimilationniste parce qu'il est universaliste. Et aujourd'hui, avoir une partie, moi, je ne saurais pas la quantifier. Certains disent une minorité, d'autres disent c'est peut-être une majorité qui ne sont pas intégrés, mais de toute façon, on la touche du doigt, on le voit. On parle tous les jours à des professeurs qui n'en peuvent plus, qui sont au bout du rouleau, qui n'arrivent pas à enseigner certaines matières.
Moi, je ne comprends pas que vous soyez, je respecte tout, mais je ne comprends pas que en France, on ne puisse pas enseigner tranquillement dans une classe, pardonnez-moi, la Shoah. Je ne comprends pas. Et qu'il y ait un élève qui se lève, c'est un élève de trop, un seul. Voilà. Et donc, donc il y a un problème. Il y a ce problème alors. C'est la culture. C'est un manque de culture. On n'avait pas ce problème-là il y a 30 ans. Bah oui, C'est un manque de culture. La première génération, il y a plus. Mais, Moi, j'ai 45 ans, je suis là, vraiment, j'ai conquis le travail. Ça va être un vrai débat, je crois. non, mais c'est intéressant. Au contraire, au contraire. Et pourquoi dans vos plateaux, vous n'invitez pas justement, excusez-moi, des Français musulmans parfaitement assimilés et intégrés avec des Français juifs, partiellement intégrés et assimilés. Alors, tout ce qu'on entend, évidemment, c'est vrai, mais il y a une fraternité qui existe dans nos communautés extraordinaire, et malheureusement, on ne nous met jamais sur les plateaux. On vient prendre toujours ceux qui font des erreurs, des fautes. C'est faux. Alors, moi, j'ai toujours eu des amis musulmans, et quand il y a eu le 7 octobre, ce sont les seuls qui m'ont appelé et qui m'ont dit pardon. On n'a rien à voir avec ça. Et pour cela, Sandra. Alessandra, c'est un vrai débat. Voilà, on a posé la question. J'en ai assez Sandra, on fait une petite conférence. Non, mais on peut mettre. C'est un islam modéré. En réalité, l'islam modéré, c'est derrière. Mais c'est pas grave, on peut répondre à madame. Moi, je suis dans des salles d'audience, dans des salles correctionnelles. Je vois ce qui se passe. Ça commence à ressembler à un plateau de télévision. C'est plus animé que sur CNews. Mais restez avec nous, parce que demain matin, la matinale, vous allez vous ennuyer. Je te remercie. Moi, je suis dans un message que je fais de fraternité. Moi, c'est la liberté. Je vais essayer de répondre. Alors, en fait, vous avez évoqué un principe du judaïsme qui est Dina de Malchuta Dina, ça veut dire qu'on s'adapte et on respecte l'endroit où on est. Et donc ça, c'est une notion d'intégration. Et ce que nous dit en fait Sonia, c'est que en plus de cette intégration, elle soutient une assimilation pour que le cœur parle quelque part. Nous, on se place, d'après ce que vous dites, et vous avez raison, sur un terrain juridique, sur un terrain légal, sur un terrain de respect des règles du pays qui nous accueille. Et là-dessus, il n'y a pas de débat. Je peux permettre. Et bien, alors, dans la religion, pour nous, oui, je suis d'accord, mais pour nous, l'intégration est capitale, l'assimilation est parfois connotée négativement. C'est dans la Constitution, pardon. Non, mais je veux dire, ça peut clore un peu le débat. Mais le sujet ici n'est évidemment pas d'opposer l'intégration du musulman versus l'intégration du juif. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Absolument pas. C'est pas Tout le monde va poser ses questions. C'est promis. C'est promis. Voilà. Mais voilà. On va donner la parole. Carole va nous dire un petit mot et ensuite on repasse aux questions. Alors moi, je veux pas poser de questions à ma bouc. D'abord, je voulais juste vous dire que j'étais extrêmement heureuse de vous voir parce que on sait le temps que vous nous accordez, on connaît vos journées, on vous voit. Moi, je suis une grande fan de vous. 8h10. J'ai même fait mettre une télé au travail comme ça, je vous dis pas. Et voilà, parce que vous avez une façon d'interroger les politiques, parce que nous perdons pas de vue que vous n'avez pas une émission religieuse, hein, vous avez une émission politique. Vous avez une façon très respectueuse de faire, d'interviewer les hommes politiques, mais en même temps de les pousser à parler, toujours dans le respect et derrière presque une confidence. Et on en sort grandi, il n'y a pas d'agressivité. Et ça, c'est extrêmement enrichissant pour nous, surtout de bon matin. On n'arrive pas agressif au travail. Et ça, c'est une grande chance qu'on a de vous écouter. Donc, je voulais vous remercier. Et voilà. Et je vous ai vu
Je suis une grande fan de CME. Je vous ai vu avec votre équipe de Christine, avec Christine Kelly, etc. à la salle Gaveau. Vous aviez parlé de l'amour. C'était extrêmement beau. Vous aviez fait, et je suis admirative parce qu'à chaque fois, je vois que vous préparez vos conférences ou en tout cas vos interventions. Et ça, voilà, je suis admirative. Et vous aviez fait une belle déclaration et j'avais pleuré avec vous sur votre maman. Et voilà, je voulais vous dire toute l'admiration que j'avais pour vous. Et merci d'être présente à nos côtés. Alors, Sonia, je vais vous présenter Carole, parce que si je vais laisser le micro aussi longtemps, c'est parce que c'est notre directrice générale des services à Levallois. Un grand merci pour vos mots. C'est grâce à elle que la commune fonctionne aussi en même temps. Voilà. Donc, je vous promets, voilà, je vous ai promis le meilleur pour la fin. Le meilleur, les deux dernières. Oui, les deux dernières. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir. Bon, j'ai essayé de faire court. J'ai décelé un paradoxe dans ce que vous avez dit. Vous avez dit l'assimilation, c'est le vrai antiracisme. Et en fait, justement, l'antiracisme actuel, je pense qu'il n'y a pas meilleur ennemi de l'assimilation. Les antiracistes, moi j'ai lu 8 livres indigénistes, et tous, ils font la promotion du communautarisme, de l'anti-France, de l'anti-blanc, de l'anti-république. Voilà. Et donc, en fait, ma question, c'est comment peut-on confondre des personnes comme Rokhaya Diallo, qui est une personne extrêmement malhonnête, et qui, je ne comprends même pas qu'on puisse en prendre pour référence d'antiracisme Rokhaya Diallo. Pour moi, il y a largement des références largement meilleures. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à confondre des personnes comme des personnes de la LFI, du NPA et de Rokhaya Diallo? Pardon. Et juste une petite anecdote. Il y avait quelque temps une proposition pour mettre des drapeaux français et européens dans les écoles, et le NPA s'est précipité là-dessus et a dit bah non, ça va faire d'afro-nationalistes. Et le même NPA a défendu la présence de drapeaux étrangers dans les mariages. Voilà. Tout ça pour dire qu'il y a vraiment une imposture dans l'antiracisme. Merci. J'ai du mal à m'exprimer, monsieur. Ce que je voulais dire, c'est que l'assimilation est le véritable antiracisme. Donc voilà. C'est-à-dire, c'est pour prendre à contre-pied, en réalité, ce que vous dénoncez et l'antiracisme tel qu'il est présenté et dévoyé à mes yeux, parce que pour moi, l'antiracisme, c'est d'abord, d'ailleurs, ça rejoint ce que vous disiez, madame, c'est l'universalisme. Alors, je suis presque d'accord avec vous, sauf qu'il y a une différence, même si, évidemment, je m'inscris contre toutes ces idéologies et tous ces combats et tous ces débats, c'est que je suis pour qu'ils s'expriment. Voilà, c'est-à-dire que je comprends ce que vous dites de Rokhaya Diallo, mais moi je préfère avoir un débat. Non, mais je veux qu'elle s'exprime, qu'on puisse apporter la contestation. On essaye sur les plateaux de télévision. Alors je vais pas défendre ma crèmerie parce que je pense que c'est pas le moment, mais je pense que ce qui peut permettre de mettre en place ces garde-fous, c'est qu'il y a une pluralité dans le débat public et politique, c'est de l'accepter ici même dans cette salle et qu'on puisse avoir des avis différents, parce que malgré tout, malgré nos différences, je suis très contente et c'est important ce que vous dites. J'aurais pu vous appeler si j'avais votre numéro après le 7 octobre, mais il faut aussi se rendre compte que vous avez quand même une partie grandissante qui s'appelle le Sud Global, et j'en connais moi beaucoup en Tunisie, beaucoup aussi qui ont fait les mêmes études que moi, qui, quand je les rencontre et quand ils m'entendent poser des questions sur Israël, me traitent de sioniste, me traitent de suppôt de Benjamin Netanyahou. Donc, madame, conservez bien vos amis, ils sont précieux, ils sont pas nombreux. La question, voilà. La dernière question. Alléluia. Alors vraiment... Alors déjà, je suis touchée par ce qui vous a été dit et je le multiplie au centuple parce que j'ai beaucoup d'admiration, de respect pour vous. J'avoue, ce soir, j'ai eu des larmes intérieures en vous entendant parce que j'ai entendu une femme, une mère, récemment, je crois qu'elle s'appelle Soraya, qui essaye de réparer
quelque chose qui est presque irréparable, comme Albert Camus et son mythe de Sisyphe. Et la question que je voulais vous poser, c'est que, bon, même en Tunisie, je veux dire, à partir du moment où ils ont commencé à voter pour Ennahda, enfin bon, bref, la question que je voulais vous poser, et elle est de taille. Quand vous parlez de la Oumma, pour moi, il y a une division de Oumma. Nous ne sommes plus dans la Oumma de Rumi, de Attar, de Khalaj, on n'est plus dans celle-ci. On n'est plus dans la Oumma des femmes en cheveux heureuses de vivre que nous avons connues quand j'étais petite en France, qui étaient toutes avec leur aîné. Elles n'avaient pas ce foulard ni rien et elles venaient porter des petits gâteaux à leurs voisins. On n'entend plus ni les chants, on n'entend plus ni les danses dans cette nouvelle Oumma qui est arrivée, il faut le dire, avec la révolution, entre guillemets, parce que pour moi c'est une révolution iranienne, et que nous pensons évidemment à nos sœurs iraniennes, afghanes, et toutes ces femmes qui pour moi, et là je vais citer Kamel Daoud, on ne trouve pas sa liberté dans la soumission. Or, quand vous dites, et c'est ça qui m'a touchée, c'est que vous voulez, par exemple, inverser l'assimilation. Mais quand on regarde depuis 622, l'année de l'Hégire, les arabo-musulmans n'ont pas proposé l'assimilation, par exemple, dans la Berbérie, puisque c'était la Berbérie. Tous les juifs, les chrétiens ont disparu de la carte. C'est-à-dire que c'est un vœu pieux, mais c'est un vœu pieux qui me touche au plus profond. Parce que c'est avec la configuration d'aujourd'hui de cette Oumma dévastatrice qui n'est pas la Oumma dont vous parlez, et je tiens à féliciter papa parce que franchement il a fait une fille formidable. Donc voilà, de quelle Oumma parlons-nous, ma chère sœur? Magnifique. Ben je crois que vous avez tout résumé. C'est vraiment ça. C'est Sisyphe. Mais je crois que si on n'est pas nombreux à pousser ce gros rocher, même si on le pousse, on le repousse et il retombe à chaque fois, il finira par nous écraser. Alors ce que vous dites, et ça rejoint ce que vous dites, madame, moi je peux pas être dans l'exclusion, non pas parce que moi je ne m'essentialise pas à travers mes origines pour dire que je ne suis pas ni raciste ni xénophobe, mais je ne peux pas l'être par mon éducation. Moi j'ai été éduquée dans le quartier de la Goulette, je pense que ça parle à beaucoup d'entre vous, où la question ne se posait même pas des musulmans et juifs, et je ne suis contrainte à en parler que parce que c'est la France 2024 et que il s'est passé tout ce qui s'est passé. Moi j'ai des souvenirs de ma grand-mère, et on partageait en fait les dîners, on partageait les périodes de Ramadan. Alors ce qui est très bien, c'est qu'on faisait toutes les fêtes. On récupérait toutes les fêtes. Donc Noël, ma mère a toujours fait un sapin, et Ramadan, toutes les fêtes aussi religieuses et juives. Mais voyez-vous, cette image pour moi, elle n'a pas disparu. Alors, elle est peut-être grave. En fait, vous m'avez posé la question tout à l'heure personnelle, monsieur, sur l'enfance. J'ai aussi quitté la Tunisie, en réalité, pour retrouver cette ambiance-là que je n'ai jamais retrouvée, cette image-là. Pourquoi elle est importante pour moi? Parce que vous avez tout résumé. Elle résume, c'est pas la religiosité, c'est pas la religion qui m'intéresse, moi. C'est une forme c'est au-delà. Moi, je crois à quelque chose, un mystère, un invisible. Alors peut-être que vous pouvez l'appeler Dieu ou quelque chose. Moi, j'appelle ça la main d'une mère. C'est-à-dire que vous sentez toujours, même si elle est plus là, la main d'une mère qui passe dans les cheveux d'un enfant. Et c'est ce que je veux retrouver au fond. Et ça passe par beaucoup de choses. Merci infiniment, Sonia, pour cette magnifique conférence. Je vais juste rajouter un mot. C'est que ce soir se tient l'Iftar de la paix. Ah bah oui, je devais y être en plus. Donc, qui a été organisé par l'imam Chalgoumi. L'ensemble des religions sont représentées. Notre rabbin Shalom Lelouch est là-bas, et d'ailleurs m'a chargé de vous transmettre ses amitiés.
Et non seulement les religions sont représentées là-bas, mais les cultures sont représentées là-bas, avec pour mot d'ordre le fameux vivre ensemble, qui est un peu galvaudé, mais où tous les Français de toute religion, de toute origine, se retrouvent dans un cadre de paix. Voilà, je tenais à le dire. Je vous remercie infiniment encore. Nous clôturons cette conférence. Vous pouvez retrouver toutes nos conférences en différé sur notre chaîne YouTube, Axi-Levallois. Voilà, vous pouvez vous abonner. Merci, à bientôt. Non, merci à rien, vraiment. On va prendre une petite photo. Avec grand plaisir.